Salut tout le monde, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de slow motion et de ralenti, notamment avec la caméra Sony FS5. Donc il n'y a pas longtemps, je suis parti à Bora Bora pour faire une vidéo Paradex et j'ai fait pas mal de ralenti et de slow motion. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner un petit peu des techniques pour essayer d'améliorer vos ralentis et vos slow-mo. Il n'y a rien de compliqué et c'est des astuces qui sont personnelles. Après, chacun a une façon de travailler qui est très différente. Moi, je vais vous raconter un petit peu mon ressenti que j'ai eu avec cette caméra et surtout mon expérience. Règle numéro 1, ça va être notre shutter. Alors, vu que j'ai l'habitude de faire du slow motion, j'aime beaucoup ça. Au fil du temps et au fil de mon expérience, j'ai vu que plus on a de la netteté sur notre sujet et mieux c'est. Donc votre shutter speed, il faut qu'il soit le plus élevé possible pour essayer d'avoir le moins possible de motion blur. Donc on sait tous que sur la FS5 on a des filtres ND intégrés, donc variables. Ça, on oublie. On oublie, après ça va être en fonction des conditions de lumière que vous avez aussi. Mais pourquoi je les utilise pas moi? C'est-à-dire je vais me mettre en clear, donc on va être vraiment au capteur nu. Et puis surtout, je vais monter mon shutter au maximum. Parce que le flou de mouvement sur une vidéo en slow-mo, c'est pas très bon en fait. Plus vous allez avoir un effet rapide, et plus vous allez avoir du flou de mouvement. Donc ça va se régler en fonction de votre shutter. Et pour moi, la plus grosse base qu'il faut faire, c'est monter le shutter le plus haut possible, et pour essayer d'avoir le maximum de netteté. Pourquoi je dis ça? Parce que on veut souvent avoir une faible profondeur de champ, en fonction des optiques qu'on utilise, en fonction de si on filtre ou pas, et en fonction surtout de l'ouverture de notre optique. Là, si on n'utilise pas notre filtre ND, on va pouvoir se mettre en pleine ouverture sur notre optique. Par contre, on va pouvoir monter notre shutter speed hyper haut. Et ça, c'est vachement important parce qu'on aura beaucoup de netteté sur notre mouvement. Je vous donne un exemple tout de suite sur la vidéo de Bora Bora que j'ai tournée au bord de la plage. C'était des mouvements humains qui étaient assez rapides. On était en basse lumière, comme vous pouvez le voir. Et là, je ne pouvais pas filtrer, déjà d'une. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en capteur ouvert au maximum, donc sans filtre. Je me suis mis à pleine ouverture aussi pour avoir un maximum de lumière. Et mon shutter, j'ai essayé de le monter au maximum sans que ma vidéo soit trop sous-exposée. Comme ça, j'ai gardé un maximum de netteté sur toute la vidéo. Si par exemple, j'aurais réglé mon shutter au minimum, c'est-à-dire, donc là en l'occurrence j'étais à 200 images par seconde, au minimum la caméra on va se mettre au 1/2 centième, et ben ça aurait donné quelque chose comme ça, voilà. Là, vous voyez tout de suite qu'on aurait eu un flou de bouger qui n'est pas très esthétique sur une vidéo. On a un motion blur trop important. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça que moi, le filtre ND, je l'enlève et je mets un shutter ultra élevé. Alors, il existe beaucoup de règles. Il y en a qui disent que si on shoot, par exemple, à 100 images par seconde, ce qui est bien, c'est de se mettre au 1/2 centième. Il faut se mettre au double. Il y a plein de règles différentes qui existent. Ça, c'est en fonction de votre ressenti. Moi, je sais que plus mon shutter sera haut et mieux ça sera pour mes images, parce qu'on peut rajouter du motion blur en post-prod. Par contre, on peut pas l'enlever. Donc c'est pour ça que le shutter est super important et c'est sûrement la plus grosse des bases dans le slow motion. Deuxième point qui est très important, ça va être le profil d'image. Si vous filmez en S-Log 2 ou en S-Log 3, c'est des profils d'image qui sont très flats pour qu'on puisse avoir un maximum de plage pour étalonner derrière. Ça, en slow-mo et en basse lumière, ça va être très compliqué avec la FS5, à moins qu'on ait quand même une grosse source de lumière à côté et pas mal de moyens logistiques. Là, je vous parle encore du run and gun. Moi j'ai filmé dans des profils simples, soit c'était du Rec 709, ce qui fait qu'on avait déjà une grosse plage de contraste, ou soit j'ai filmé avec le nouveau profil, le HLG, le Hybrid Log Gamma. Donc c'est pas un profil qui est flat, c'est pas un profil qui est très contrasté, c'est vraiment entre les deux. Mais dans les black, dans les master black et dans les mid-tones, j'avais pas cette espèce de bruit numérique un petit peu. Parce que le problème en slow-mo, et ben forcément on a un shutter qui est élevé, donc on n'a pas beaucoup de lumière qui rentre dans le capteur, il nous faut de l'éclairage, donc ça sert à rien d'essayer de faire des profils super flats, parce que vous allez avoir une image qui va pas être très bonne, ou alors après dans post-production vous serez obligé de la sous-exposer, et c'est pas le but. Donc moi je préconise le Rec 709, le Cine 4 qui est un de mes profils préférés sur la FS5, ou sinon le nouveau profil, le HLG. Alors de tête comme ça, je vous fais la vidéo, je sais plus si c'est le HLG 1 ou 2 ou 3, voilà je crois qu'il y en a 3, je sais plus c'est lequel, à vérifier sur internet, je vous le dirai peut-être ici dans un petit texte sur l'écran, mais il y en a un qui est destiné pour la basse lumière, et c'est celui que j'ai utilisé justement pour Bora Bora. Donc voilà, donc le profil d'image, franchement, faites bien attention parce que si ça va jouer sur la post-production. Sur la caméra, on va pouvoir faire du slow motion en RAW 4K. Alors, je vais pas vous en parler dans cette vidéo parce que moi, justement, le but de cette vidéo, c'était de vous faire voir le run and gun de cette caméra, c'est-à-dire en enregistrement interne sur des cartes SD. Moi, Bora Bora, j'avais pas d'Atomos. Par exemple, on peut mettre des enregistreurs externes. Donc, j'ai tout filmé en interne. Donc, j'étais en Full HD à 200 images par seconde.
Je vous conseille pas de monter plus haut, parce qu'on peut monter plus haut avec cette caméra. Après, on va avoir un problème qui va être l'aliasing. C'est quoi l'aliasing? Eh ben, je vous fais voir tout de suite des exemples d'aliasing. On va avoir pas mal de petites imperfections sur des lignes droites, sur des éléments assez fins. Et ça, plus on va monter en FPS, et plus on va avoir de la dégradation sur l'aliasing. Ça, faut faire très attention, parce que si vous voulez une vidéo de qualité, il faut que votre slow-mo il soit quand même assez beau et qu'il puisse matcher avec vos autres plans que vous avez filmés en Full HD ou, voilà, ou en 4K. Pour moi, le meilleur compromis sur l'FS5, ça va être le 200 images par seconde, qui est déjà très très bon. Le RAW, le Super Slow Motion en RAW, je ne l'ai pas essayé encore parce que j'ai pas le bon Atomos, j'ai l'ancienne version. Donc le 200 images par seconde, il suffit largement pour faire des super ralentis. Pas besoin de stabilisateur non plus si vous faites du slow-mo. Enfin, là après tout dépend des plans que vous faites. Mais par exemple, regardez ce plan où je suis contre le 4-4. Juste un mouvement à la main, sans stabilisateur, avec une légère rotation. À 200 images par seconde, même si vous tremblez, vous pouvez être sûr qu'à vitesse normale, on ne ressentira pas ces vibrations et ces tremblements. Donc ça passe largement. On peut faire vraiment beaucoup de mouvements qui sont assez spectaculaires à la main, sans forcément avoir besoin d'un Steadicam ou d'un drone. Par contre, après, tous les mouvements un petit peu embarqués qu'on a fait au Steadicam avec par exemple un Ronin, je restais à 60 images par seconde parce que ça va être en fonction de votre vidéo. Un ralenti x2 sur ce que j'ai fait, ça passe aussi très bien, mais c'est pas des gros slow motion comme sur la plage ou comme l'eau ou comme les autres exemples que vous pourrez voir dans la vidéo. Un autre point très important quand on fait un petit peu du ralenti, ça va être la distance focale. Plus on aura un pointeur, c'est-à-dire une longue focale, et plus on aura une sensation de vitesse. Par exemple, si vous filmez avec un 400 mm, vous filmez par exemple un oiseau qui passe, et ben vous allez avoir du mal à le suivre. Et puis le mouvement sera démultiplié en fonction de la distance du capteur et de votre sujet. Si vous prenez en revanche un grand angle, on va dire à partir de 12,5 ou 15 mm, tous les éléments que vous allez voir, si vous faites des rotations, on va avoir une grande plage, ce qui fait qu'on va avoir une sensation que c'est un peu plus ralenti. Donc n'oubliez pas que si vous faites du slow motion sur des sujets qui sont un petit peu loin, mettez-vous sur un trépied stable et puis faites attention à ne pas filmer quelque chose de non plus trop rapide. Parce que 200 images par seconde c'est bien. Mais par exemple si vous filmez une voiture qui passe en drift et que vous êtes vraiment zoomé dessus, va falloir être précis avec votre caméra. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment trouver un compromis entre la distance focale et le sujet que vous êtes en train de filmer. Et plus vous avez quelque chose de près, par exemple quand moi je marche à Bora Bora et que mon collègue me suit par exemple au grand angle, vous voyez qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir du 200 images par seconde. Si on fait du 60 fps qu'on divise par 2, donc on aura un ralenti x2, ça suffit largement pour faire des plans déjà qui sont très stables et aussi qui sont bien ralentis, enfin qui nous donnent du moins l'illusion que c'est quand même bien ralenti. Maintenant je vais vous donner une petite astuce personnelle aussi. Moi qui ai l'habitude de travailler dans le ralenti, j'aime bien donner de la profondeur à mon image. Alors ça va être un petit peu compliqué à vous expliquer. Filmer au ralenti sur un trépied, par exemple un vélo qui passe, il n'y a rien de bien intéressant. Par contre si on commence à donner de la profondeur, c'est-à-dire on peut se déplacer dans les trois axes, avancer vers le vélo et donner une espèce de sensation de profondeur, tout en ayant un sujet assez rapide, ça c'est vachement intéressant. Et faire des mouvements rapides, ça c'est aussi très intéressant. C'est pour ça qu'utiliser un Steadicam, marcher assez rapidement, pas noter autour d'un sujet qui est en train de faire une action et mettre tout ça ralenti, ça va vous donner une espèce de profondeur à votre vidéo. C'est ce qui va décoller un petit peu l'effet 2D et l'effet ralenti qu'on peut voir partout. Et c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui maintenant avec les moyens techniques et les moyens matériels qu'on a. C'est qu'avec des caméras très légères comme celle-ci, on peut se permettre de faire pas mal de mouvements sans non plus filmer à 3000 images par seconde. On peut vraiment donner l'illusion de ralenti et ça c'est très intéressant. Il y a plein d'exemples qui traînent sur internet. J'ai beaucoup de vidéos au ralenti où j'essaye de vous montrer ça. Donc n'hésitez vraiment pas à faire le maximum de mouvements possible et des mouvements rapides tout en filmant au ralenti pour faire le contraste entre vitesse réelle et ralenti. Ça c'est très important dans le slow motion. Maintenant je vais vous parler d'un truc que je vois quasiment à 80%, même à la télévision, dans des publicités. La chose à ne surtout pas faire au ralenti, c'est faire des ralentis nets, c'est-à-dire des cuts. Je vais vous expliquer. Regardez sur cette vidéo. Sur toutes les vidéos de slow-mo que je fais, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est du warping. Donc c'est-à-dire qu'on va faire des courbes de Bézier pour faire des ralentis. J'ai déjà fait un tuto comment faire un ralenti progressif déjà sur Adobe Premiere. On peut le faire aussi sur les autres logiciels de montage, pardon. Mais ne jamais faire cet exemple-là. Regardez. Ça, c'est pas beau. Ça, on le revoit souvent. Il ne faut pas passer d'une vitesse réelle à une vitesse ralentie. Il faut y aller en douceur.
Et avec ça, on pourra agrémenter avec un super sound design pour vraiment donner une sensation de mise en avant de la scène. Et ça, je pense que c'est le plus important dans le slow motion, c'est le sound design. Je sais pas si vous remarquez sur des vidéos que je fais, que ce soit sur des vidéos tournées à très grande vitesse ou même des petites vidéos tournées à 60, à 100 ou à 200 images par seconde, le sound design est très important et surtout le warping est très important. Il ne faut pas faire de cut direct dans les ralentis, s'il vous plaît. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir donné des conseils. Je vais essayer de vous sortir d'autres tutoriels, notamment sur la FS5, des petits tips comme ça que j'ai pu découvrir avec cette caméra tout au long de mon aventure. Et puis j'espère que vous serez créatifs et puis je vous dis à la prochaine. Salut!